La douleur et la désolation en Iran après le tremblement de terre. La ville de Bam est quasiment détruite, au moins 20 000 morts, 30 000 blessés. Des cadavres qui s'entassent, 5 500 victimes auraient déjà été enterrées à la hâte. Les secours manquent de tout. 2 des 3 hôpitaux de la ville se sont effondrés. L'aide internationale commence à arriver sur place. La Commission européenne débloque des fonds et les secouristes de la sécurité civile font route actuellement vers l'Iran. Un cas suspect de SRAS a été détecté en Chine. Depuis le printemps dernier, il n'y avait plus d'alerte. L'Organisation mondiale de la santé souhaite que des analyses soient effectuées hors de Chine par sécurité. À Hong Kong, renforcement de la surveillance dans les aéroports. Les vacances de sport d'hiver avec une deuxième vague de départ ce samedi. Pas de vrais encombrements sur les routes et de la neige dans la plupart des stations. Adriana Karambeu, 1m85, 32 ans, la top modèle, fait ses débuts au cinéma. L'épouse du footballeur joue dans le prochain film de Jean-Louis Hubert qui s'intitule 3 petites filles. Madame, Monsieur, bonsoir. 36 heures après le tremblement de terre qui a très durement frappé le sud-est de l'Iran, difficile d'évaluer avec précision l'ampleur du désastre. Les chiffres sont encore incertains, mais les autorités estiment qu'il y aura au moins 20 000 morts et 30 000 blessés. Pour l'heure, la ville de Bam a été détruite aux 3/4. Les villages avoisinants restent totalement isolés. Les habitants creusent avec leurs mains pour tenter de retirer des décombres d'improbables rescapés. La température est descendue en dessous de zéro la nuit dernière. La ville est sans eau, sans gaz, sans électricité, résonnent partout les cris de douleur. Les images que vous allez voir sont difficiles. Gilles Marinet. Père, nous sommes là, nous creusons ta tombe. Dernier mot lancé par cet homme, un cadavre que l'on enterre, un parmi tant d'autres. Les alentours de la ville de Bam ne sont plus qu'une immense nécropole que les vivants ne savent quitter. Les défunts sont enfouis à même la terre, si possible enveloppés du traditionnel linceul blanc. Des victimes destinées à la fosse commune, des rescapés qui ensevelissent leur famille là où ils le peuvent. 25 à 30 000 morts selon les autorités iraniennes, un tiers des habitants de Bam, il faut les enterrer, d'urgence. Et cette femme ne peut se résoudre à abandonner sa mère. Selon le gouverneur de la province, 5500 personnes sont déjà enterrées autour de Bam. Les cadavres s'alignent aux abords d'une ville détruite, rasée. Les palmiers sont toujours debout, mais les maisons de pisé et de briques n'ont pas résisté. Des morts, encore des morts, qu'il faut dégager avec des outils de fortune, parfois à la main. Je n'arrive plus à pleurer. Qu'est-ce que je peux faire sans mon père et ma mère? Je les ai cherchés avec mes mains. Moi, un homme de 60 ans, j'ai sorti les cadavres de ma maison. La douleur écrase, foudroie parfois, au milieu des gravats. Il appelle sa mère, inlassablement. Ailleurs, un homme prostré, l'unique rescapé de la maison. Le tremblement de terre a fait mourir tout le monde. Mon frère, ma sœur, mon père, ma mère, tout le monde. Il n'y a plus personne. Des secouristes? Pas vraiment. Avec un engin de chantier, ces hommes se sont improvisés sauveteurs. Mais ils sauront tout juste dégager un cadavre. À l'orée d'une deuxième nuit, dans un froid intense, Bam et ses survivants sont toujours livrés à eux-mêmes. La ville martyre attend les secours. Il y a donc les morts que l'on enterre ou que l'on entasse, et puis il y a les survivants, souvent blessés. La ville de Bam comptait 90 000 habitants, aucun bâtiment n'a résisté, le secours manque de tout, de médicaments, de couverture et surtout de matériel opératoire. 2 des 3 hôpitaux de la ville se sont effondrés, les blessés sont soignés ici ou là, même le sol. Gilles Rabin. Elle implore le médecin, l'un des 12 imams de la religion chiite, son père, pour qu'on lui vienne en aide. Elle implore tout simplement Dieu. La première nuit après la tragédie est tombée sur les survivants du séisme et avec la nuit le froid glacial. La ville de Bam était bâtie à 1100 mètres d'altitude. À cette saison, la nuit, il gèle. Ces rescapés gravement blessés
On les évacue par avion militaire vers les hôpitaux des autres villes d'Iran. Il y a plus de 30 000 blessés dans la seule ville de Bam. Impossible de tous les soigner sur place. Premiers évacués des enfants. Les plus petits retrouvés dans les décombres, seuls. Elle ne connaît ni le nom de sa famille, ni l'endroit où elle habitait, et elle a perdu sa mère. Comment t'appelles-tu? Amir Abbas. Et ton nom de famille? Autour du seul hôpital encore debout à Bam, les secours tentent de s'organiser avec les pauvres moyens du bord. La seule aide disponible sur place pour l'instant, c'est celle de l'entraide spontanée, de la solidarité entre rescapés. Ceux qui n'ont pas été blessés vont passer cette première nuit de survivants dehors à la belle étoile, malgré le froid. Je dormais, je me suis réveillée pour la prière, il n'y avait plus d'électricité, j'ai vu que tout bougeait. Je voulais prendre mon enfant et je n'y arrivais pas parce que tout bougeait. Des tremblements de terre, cette vieille femme en a connu plusieurs. Elle sait qu'avec la nuit vont venir des répliques, d'autres secousses, et elle ne parvient plus à maîtriser sa terreur. Et dans une intervention en direct à la télévision, le président iranien Mohammad Khatami a annoncé qu'il se rendrait demain ou lundi dans la région de Bam. Venus du monde entier, des équipes de secours commencent à arriver sur place. La communauté internationale s'est mobilisée. Pour sa part, la Commission européenne a débloqué plus de 2,5 millions d'euros. Et depuis ce matin, les premières équipes commencent à fouiller les décombres. Et c'est une course contre la montre qui s'engage pour tenter de retrouver des rescapés. La première difficulté pour ces missions d'urgence, c'est d'accéder au site. Les routes sont souvent impraticables. Arnaud Miguet. Sur le tarmac de l'aéroport de Kerman, les premiers chassés-croisés ont commencé. Ces survivants blessés partent pour les hôpitaux de la capitale, Téhéran, pendant que les équipes étrangères de secours continuent d'affluer. Ces maîtres chiens allemands sont avec les Russes, Suisses ou Britanniques les premiers à avoir atterri en Iran. En pareille circonstance, il faut faire vite. Ce sauveteur estime qu'après 72 heures enfouis sous les débris, il y a peu de chances de trouver des survivants. La communauté internationale a justement très vite répondu aux appels au secours des autorités. Exemptés de visa, 500 sauveteurs des équipes médicales sont ce soir dans la région, venus d'une vingtaine de pays comme la Chine, le Japon ou la Turquie. Mais cette région, à 1000 km de Téhéran, est montagneuse et difficile d'accès. Kerman, centre névralgique de l'aide humanitaire, est à plusieurs heures de route de la ville la plus touchée par le séisme. Les pays arabes comme la Syrie, l'Algérie ou la Jordanie sont évidemment présents. Ils ont aussi dépêché des hommes et surtout de l'équipement, couverture, tentes, nourriture et eau. Les Nations Unies coordonnent l'aide et l'Union européenne a débloqué plus de 3 millions d'euros. Même les Américains, qui sont pourtant en froid avec l'Iran, qu'ils qualifient de pays de l'axe du mal, ont envoyé de l'aide. Seule l'assistance d'Israël a été refusée par Téhéran. En France, Médecins du Monde envoie une mission d'urgence avec du matériel médical et chirurgical. Et sur la base militaire d'Istres, des secouristes civils et militaires ont embarqué à la mi-journée. 2 avions de transport font route actuellement vers l'Iran. Francis Mazoyer, Michel Comin. 15 heures, le départ vers le sud de l'Iran. Si les plus jeunes ont le sourire, les visages de certains anciens sont crispés. C'est l'horreur qui les attend et ils le savent. Leur mission est très importante car là-bas, le nombre de victimes ne cesse de croître. On espère tous être utiles et puis arriver le plus vite possible de manière à pouvoir prendre en charge les blessés graves dont on a déjà vu qu'il y avait vraiment des situations de catastrophe. L'objectif est clair, établir au plus vite un hôpital de campagne dans la région de Bam. Au départ, une fois qu'on va arriver, ça va être surtout de la traumatologie. Des gens qui ont des blessures, des écrasements, ce qu'on appelle les crush syndromes, etc., des écrasements de membres. Et puis petit à petit, ça va se transformer vers de la prise en charge un peu de la chirurgie civile, sachant que là-bas, ils ont 2 hôpitaux qui se sont effondrés. À bord de cet avion militaire, 65 hommes. Sapeurs-pompiers du Gard, spécialistes de la sécurité civile de Brignoles. Certains sont déjà intervenus en Turquie en 1999 ou en Algérie en mai dernier. Leur matériel suivra dans la soirée. Plus de 25 tonnes chargées dans cette immense Ilyushin sur le tarmac de la base d'Istres. Aussi bien le bloc chirurgical, aussi bien l'élément pédiatrique,
les matériels qui vont nous permettre de faire de la radiologie, notamment pour les fractures, les éléments qui vont nous permettre aussi de faire de toute la médecine, tous les soins pour les victimes qui sont tous touchées sur le terrain. Le détachement français doit atterrir à 1h heure française à Kerman, à 180 km de Bam, dans le sud-est de l'Iran. Au mieux, l'hôpital de campagne pourrait être opérationnel ce dimanche, en fin de journée. Ajoutons que la Croix-Rouge lance un appel à la générosité des Français. Les besoins sont considérables, vous l'avez vu, en vivres, en médicaments, des dons qui seront aussitôt utilisés pour acheminer une aide de première urgence. La ville historique de Bam renfermait la célèbre citadelle qui avait servi de cadre au film Le désert des Tartares. Cette forteresse d'une rare beauté, témoignage de 2000 ans de civilisation, n'aura pas résisté cette fois-ci. Au désastre humanitaire s'ajoute une perte considérable pour le patrimoine culturel de l'humanité. Stéphanie Davoigno. Il y a 2 jours encore, voilà à quoi ressemblait la citadelle de Bam. Des allures de château de sable géant. Au monde, la plus grande construction en pisé. Ce mélange d'argile, de glaise et de paille n'a pas résisté à la colère de la terre. C'est terrible parce que on avait tellement l'habitude à chaque voyage en Iran d'aller revoir Bam, vivre avec Bam, et d'un seul coup, il n'y a qu'une colline maintenant. Reza Moqtada ressort les souvenirs de ses nombreuses visites à Bam. 2000 ans d'histoire sur quelques photos. Il n'arrive pas encore à parler de la citadelle au passé. Quand on rentre à Bam, c'est un rêve. On ne sait pas très bien où on se trouve, sur quelle planète. C'est vrai que la citadelle fascinait. À plus de 1000 mètres d'altitude, elle dominait le désert. Les touristes étaient prêts à faire des centaines de kilomètres en voiture pour ce joyau de l'architecture mondiale. Ça faisait vraiment partie d'un circuit touristique, je dirais que ça faisait partie de la trilogie des grands sites à visiter en Iran avec Isfahan et Shiraz. Reconstruire Bam à l'identique, un défi. Mais certains pays comme l'Égypte ont déjà proposé leur aide à l'Iran. L'Iran a donc revu à la hausse le bilan des victimes du tremblement de terre. Il pourrait s'agir d'un des séismes les plus meurtriers dans ce pays où la terre tremble si souvent. De la ville de Bam, vous l'avez vu, il ne reste pratiquement aucune habitation debout. Marie-Pierre Samitier. De la citadelle, il ne reste debout que les murs d'enceinte vieux de 2000 ans. Les maisons étaient faites de briques crues. Elles ont été pulvérisées. Quant à la nouvelle ville, bâtie à partir de 1925, elle a été rasée à 60%. Parmi les décombres, 2 hôpitaux. Les constructions des années 40 se sont effondrées comme des châteaux de cartes. Même les constructions les plus récentes n'ont pas résisté à la secousse. Les ossatures en béton armé ou métallique n'étaient pas aux normes antisismiques. Car les villes comme Bam n'ont pas les moyens de s'équiper de bâtiments répondant à ces normes. Pourtant, depuis 30 ans, 10 tremblements de terre ont frappé le pays. Car la terre d'Iran se trouve coincée au centre de convergence des plaques de l'Arabie et celle de l'Eurasie, une pression accentuée par la poussée du sous-continent indien. Le bilan de 20 000 morts ce soir n'est que provisoire et devrait s'aggraver selon les autorités iraniennes. En 1978, la ville de Tabas, surnommée la perle du désert, avait été rayée de la carte. Le bilan était de 15 000 morts. Mais le séisme le plus meurtrier eut lieu en juin 1990 à Gilan et Zanjan. 35 000 morts, mais aussi 100 000 blessés et 500 000 sans-abri, plongés dans le désespoir une fois de plus. Depuis hier, la communauté iranienne, en France comme ailleurs, vit au rythme des informations, beaucoup d'images qui témoignent de la catastrophe, mais aucune communication téléphonique avec la ville de Bam, et c'est l'inquiétude pour ceux qui ont de la famille dans cette région. Julien Benedetto, Mélissa Montero. Manoucher Pirouz était maire de Téhéran dans les années 70. Aujourd'hui réfugié à Paris, il tient une boutique de produits iraniens. Le vieux monsieur explique qu'en 1978, il a lui-même survécu à un terrible séisme. Aujourd'hui, il s'est habillé en noir, dit-il, pour porter le deuil de ses compatriotes morts à Bam. Autre commerce iranien un peu plus loin, au comptoir, on échange quelques mots en farsi. La catastrophe de Bam alimente toutes les conversations. On ne peut pas oublier ses racines, on ne peut pas oublier qu'il y a des gens qui ont souffert depuis des années là-bas. On était tous choqués. C'était terrible ce qui s'est passé, c'est très tragique, mais malheureusement on ne peut rien faire. Dans ce restaurant iranien, on se réunit d'habitude pour faire la fête, mais aujourd'hui le cœur n'y est pas. La tristesse, ça m'inspire la tristesse,
Et d'être loin, on peut rien y faire, sauf je suis sûr que les Iraniens de Paris, ils vont s'organiser aussi, ils vont faire ce qu'ils peuvent pour aider ce peuple en détresse. On va essayer de mobiliser beaucoup de gens. L'élan de solidarité a déjà commencé. Toute la journée, cette jeune Iranienne a fait le tour de la communauté pour mobiliser ses compatriotes et récolter des dons. En Chine, un cas suspect de SRAS a été décelé par les autorités sanitaires. Il reste à être confirmé, ce qui indiquerait que la maladie refait son apparition puisqu'il n'y a eu aucun cas suspect en Chine depuis le printemps. L'Organisation mondiale de la santé, craignant une nouvelle poussée de l'épidémie, demande que toute vérification soit faite hors de Chine. Valérie Lucas. C'est dans cet hôpital de Canton qu'a été isolé le nouveau patient soupçonné d'avoir contracté une pneumonie atypique. L'homme est âgé de 32 ans, il habite dans le sud de la Chine. Même si le cas n'est pas définitivement confirmé, cette annonce a déclenché l'alerte à Hong Kong, voisine de la province de Canton. Encore traumatisée par la première épidémie qui a frappé principalement l'Asie au printemps dernier et qui a fait près de 800 morts dans le monde, les autorités locales ont décidé de parer à toute éventualité. Comme le trafic passager est très important entre Canton et Hong Kong, nous avons renforcé les mesures de contrôle aux frontières. On va par exemple envoyer beaucoup plus de personnel à l'aéroport de façon à informer et contrôler les passagers. Chaque voyageur est prié de mentionner son état de santé sur une fiche de renseignement et de se prêter un contrôle de température. Un luxe de précaution alors que pour l'instant le cas n'a pas été confirmé. Faisant peu confiance aux autorités chinoises, l'Organisation mondiale de la santé, pour être sûre du diagnostic, a demandé à ce que le prélèvement soit analysé par un laboratoire indépendant et extérieur à la Chine. En France, dans le Nord, la légionellose continue sa progression. 4 nouveaux cas ont été confirmés dans le Pas-de-Calais. Désormais, ce sont 42 personnes qui ont été contaminées dans cette région et l'on ignore encore l'origine de l'épidémie. Frédéric Vian, Dominique Mas. Dans la région, ils sont désormais 42 et l'on commence à se demander quand cela va s'arrêter. Dans les communes des environs de Lens, la Legionella a donc infecté depuis la fin du mois de novembre plus d'1 personne par jour en moyenne. Parmi ces malades, 4 sont décédés et 22 toujours hospitalisés. Depuis le début, c'est cette usine, Noroxo, qui est au centre de toutes les attentions des enquêteurs. Une usine dont les tours de refroidissement ont contaminé au moins 2 personnes, mais qui n'est peut-être pas responsable des autres cas. Ce n'est pas parce que le CNR aujourd'hui nous a communiqué 2 prélèvements positifs, dans une comparaison avec les souches environnementales de Noroxo, que pour nous, tous les patients se sont fait contaminer par Noroxo, et donc une recherche continue de la même façon qu'elle n'a jamais cessé avec l'apparition de nouveaux cas, avec les prélèvements à domicile, avec les enquêtes dans l'entourage des personnes. Les services sanitaires rappellent que si la légionellose peut être mortelle dans certains cas, les malades en revanche ne sont pas contagieux. Les circuits de refroidissement de l'usine Noroxo ont quant à eux été nettoyés de fond en comble. 50 ans après son célèbre appel lancé pendant l'hiver 1954, l'abbé Pierre engage un nouveau combat en faveur des mal logés. Le fondateur des Compagnons d'Emmaüs, qui a 91 ans, dénonce dans le quotidien La Croix aujourd'hui la volonté du gouvernement de réduire de nombreux budgets, dont celui du ministère du Logement, alors que 3 millions de Français sont mal logés dans une situation d'une extrême précarité. Pour vaincre le malheur, osons ouvrir les yeux et combattre, affirme l'abbé Pierre. En Seine-Saint-Denis, les 2 malfaiteurs qui ont braqué ce matin un bureau de poste à Villepinte ont été arrêtés. C'est la 2e attaque en moins de 24 heures d'un bureau de poste. Hier, c'est à Pavillon-sous-Bois que 3 hommes armés et portant des cagoules ont séquestré les employés avant de prendre la fuite. Yvan Martinet. Pavillon-sous-Bois, hier matin. 5h30, arrivée du premier postier. Alors qu'il s'apprête à franchir cette grille, 3 malfaiteurs surgissent, s'engouffrent avec lui dans les locaux et le menottent. Durant 2 heures, les voleurs vont alors faire main basse sur l'argent contenu dans le distributeur et les coffres de l'agence. Cagoulés, armés d'un pistolet et d'un couteau, ils séquestrent, ligotent, bâillonnent les 20 employés qui arrivent les uns après les autres. Le tout discrètement, les voisins n'entendent rien. Des braquages dans les bureaux de poste de plus en plus fréquents car ces agences sont loin d'être aussi bien équipées que les banques. Au final, hier, les malfaiteurs se sont emparés de plusieurs dizaines de milliers d'euros avant de prendre la fuite dans une fourgonnette de la Poste. À Avignon, après le suicide en prison d'un jeune le jour de Noël, une marche silencieuse était organisée en sa mémoire. La thèse du suicide n'est pas acceptée par ses proches malgré les résultats de l'autopsie. France Arvois, Frédéric Guibal. Sur les lèvres, pas un mot.
En silence, 300 personnes marchent dans les rues d'Avignon en mémoire de Sofiane Lamari. Mis en examen, puis écroué pour viol en réunion malgré ses protestations d'innocence, il est trouvé mort le jour de Noël. Un suicide par pendaison, conclut l'autopsie. Mais sa famille n'en croit rien. 2 jours avant, on reçoit des lettres comme quoi il allait bien, ne pas s'inquiéter, qu'il allait commencer un stage, qu'il était très bien. Il me demandait de ne pas avoir peur. C'est un jeune que je connais très bien qui ne fera jamais ça. En réaction, hier et avant-hier, quelques jeunes du quartier Montclar, son quartier, enflamment une cave et un bâtiment désaffecté. Moi je les comprends, de toute façon ces jeunes-là, ils ont perdu un frère du quartier, et voilà. C'était un mec bien, qui aimait vivre, qui aimait s'amuser, qui aimait... Je sais pas comment vous dire ça. Sofiane avait pourtant séjourné à l'hôpital psychiatrique avant de retourner dans sa cellule. Il se disait angoissé. Pourquoi alors l'avoir renvoyé en prison? Le procureur de la République a décidé d'ouvrir une instruction cet après-midi. Je vais bien entendu saisir dès lundi matin le juge d'instruction d'une demande de contre-autopsie, puisqu'il semblerait que le corps de cette malheureuse victime ait porté des traces sur le visage, sur le corps, sur le thorax. S'il est confirmé, ce suicide serait le 4e à la prison du Pontet, ouverte en mars dernier. Le tramway de Bordeaux en plein rodage a connu aujourd'hui une nouvelle panne, une simple maladie de jeunesse pour ce prodige de la technologie. Caroline Femme, Bernard Bonarme. Photo-souvenir du tram encore flambant neuf. Dans le centre-ville de Bordeaux, les usagers étaient nombreux sur le quai, mais dans ce quartier, surprise. Il ne fonctionne pas, vous ne le savez pas? Ah, il fonctionne. Ah bon? Ça n'a aucun sens. Il n'y a plus de sens. Ça n'a plus aucun sens. Dans les rames, pas de voyageurs ni de conducteurs. En revanche, 2 contrôleurs étaient présents pour informer les usagers. Il marche à partir de Stalingrad. Comme vous disiez, vous avez des navettes qui sont mises à votre disposition gratuitement pour vous permettre d'aller le prendre à Stalingrad. D'accord. Circulation partielle donc en raison d'une panne dans le réseau de l'alimentation par le sol. C'est tout neuf, donc bon, normalement ça ne devrait pas être en panne. Enfin, ouais. Ça devrait marcher. C'est une nouvelle technologie, donc il faut le temps que ça se mette au point, donc il faut être patient, quoi. Panne et réparation un peu plus loin, une équipe a pu isoler le point défectueux. On a un système qui est très sécuritaire, donc qui est basé sur ce qu'on appelle le zéro défaut. Donc dès qu'il y a le moindre soupçon de défaut, le système s'isole. Conséquence, l'arrêt du trafic. Reste à déterminer les causes exactes de la panne. En attendant, la circulation devrait reprendre dans la soirée. En politique, l'inscription sur les listes électorales sera close mercredi prochain, 31 décembre. La bataille des régionales se prépare et chacun affûte ses armes. En Ile-de-France, les principaux candidats ont choisi d'écouter avant de rédiger leur programme. Un retour à la proximité qui avait fait si cruellement défaut. C'est la leçon du 21 avril. Reportage, Mickaël Darmon, Abdelzouyesh. Ceux qui veulent parler avec lui prendront le RER. Jean-Paul Huchon, président de la région Île-de-France, part animer une réunion en Seine-et-Marne. C'est le dernier wagon où l'on cause, histoire de se faire connaître ou reconnaître des voyageurs électeurs. Si vous aviez le futur président de la région d'Île-de-France en face de vous, qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? C'est le cinéma de Jean-Paul Huchon, candidat du PS et candidat à sa propre succession, une sorte de sondage filmé dans lequel s'expriment des habitants d'Île-de-France. Le président d'Île-de-France, je ne l'ai jamais vu. Jamais. Nulle part. Proximité, c'est la méthode de l'après 21 avril 2002. Par exemple, est-ce que sur les transports, vous voulez de nouveaux services? Est-ce que vous voulez plutôt une tarification moins dure, etc. Essayez de regarder au fond quels sont véritablement vos besoins et vos attentes. Dispositif plus modeste pour Jean-François Copé, même si c'est le même principe. Et donc j'avais imaginé qu'on puisse proposer de mettre en place un plan de vidéo tranquillité. Moi, je préférais personnellement insister sur la police municipale. Un bar de Melun, c'est là que le porte-parole du gouvernement et candidat UMP au régional teste ses idées. Les problèmes d'insertion, d'emploi, de transport, voilà des questions sur lesquelles les habitants d'Île-de-France sont très très mobilisés en fait. Mais la vraie raison de ces efforts, à gauche comme à droite, la voilà. Le Pen, fille d'eux. Je te veux pas que je te fasse la bise, non? Ah ben pourquoi pas. Elle s'est montrée à Meaux, la ville de Jean-François Copé.
les bataillons de femmes. Comme pour rappeler au porte-parole du gouvernement que le scrutin régional de mars 2004 sera bien un test national. Pierre Bédier, secrétaire d'État au programme immobilier de la justice, répondra à la convocation du juge d'instruction Philippe Courroy dans le cadre d'une enquête sur des passations de marché douteuses dans les Yvelines. Pierre Bédier sera entendu le mois prochain à titre de témoin assisté ou en qualité de mise en examen. S'agit-il d'une nouvelle déclaration intempestive de Silvio Berlusconi? En aurait-il trop dit ou ses propos ont-ils été déformés? En tout cas, le chef du gouvernement italien aurait confié à un journaliste milanais qu'un avion détourné aurait dû frapper le Vatican à Noël. Succession de communiqués embarrassés. Ce soir, Silvio Berlusconi dément avoir évoqué ce projet d'attentat. Maryse Burgot. Un avion détourné au-dessus du Vatican, un attentat visant le Saint-Siège. Un scénario catastrophe que décrit aujourd'hui un journal milanais. Selon le quotidien Libero, c'est Berlusconi lui-même qui aurait évoqué la veille de Noël l'existence d'une telle menace. Lors d'un entretien privé avec un journaliste, le président du Conseil italien aurait déclaré détenir des informations précises sur la préparation d'une attaque à partir du ciel contre le Saint-Siège. Mais ce soir, dans un bref communiqué, Silvio Berlusconi dément avoir évoqué un tel projet d'attentat. Alors question, Silvio Berlusconi a-t-il fait un faux pas en évoquant une menace réelle qu'il aurait dû garder secrète? Impossible de le savoir ce soir alors que sur la place Saint-Pierre, les mesures de sécurité ont été renforcées et le survol du centre de Rome interdit. Des menaces réelles ou supposées, qui font frémir les visiteurs de la place Saint-Pierre. Cette religieuse trouverait bien injuste que l'on vise Jean-Paul II, l'homme qui ne parle que de paix. Ce soir, le Vatican ne fait aucun commentaire sur ces menaces terroristes. Le Vatican est considéré par les autorités italiennes comme une cible possible des terroristes. Pour des raisons de sécurité, depuis le 15 décembre, l'avenue principale qui mène à la place Saint-Pierre est d'ailleurs interdite à la circulation de minuit à 6 h du matin. En Italie toujours, un colis piégé destiné au président de la Commission européenne, Romano Prodi, a pris feu chez lui. Maryse Burgot, que savez-vous de cet incident ? Oui, comme vous le disiez, le colis piégé a été livré au domicile même de l'ex-chef du gouvernement italien. C'est donc Romano Prodi lui-même qui a ouvert ce colis. Et malgré les flammes qui se sont dégagées de ce paquet piégé, l'actuel président de la Commission européenne n'a visiblement pas été blessé. Alors ce n'est pas la première fois que cet homme politique italien et européen est victime d'une tentative d'attentat. Il y a 6 jours déjà, Romano Prodi avait été victime de 2 petits attentats. 2 bombes de fabrication artisanale avaient explosé dans 2 poubelles situées dans la rue où vit Romano Prodi. À cette époque, un groupe d'anarchistes jusqu'alors inconnus avait revendiqué cet attentat. Ils avaient déclaré qu'ils voulaient viser en la personne de Romano Prodi un symbole de l'Europe. Merci Maryse Burgot. En Irak, nouvelle série d'attaques. Au moins 6 militaires de la coalition ont été tués à Karbala, dans le sud du pays. Ce sont 4 voitures piégées qui sont à l'origine de ces attentats qui ont eu lieu de façon quasi simultanée. Vous le savez, les vols Air France Paris-Los Angeles sont repris depuis hier après les annulations en raison de risques d'attentat. Aujourd'hui, au départ de Roissy, il fallait s'armer de patience pour raison de sécurité. 2 heures de retard environ à cause de contrôles poussés des bagages et des passagers à la demande de la Direction générale de l'aviation civile. Les vacances d'hiver pour cette 2e vague de départ aujourd'hui dans les Alpes. Malgré quelques ralentissements à l'abord des stations, les vacanciers sont arrivés sans encombre et une fois posés leurs valises, ils ont pu goûter aux joies de la neige. Au Ménuire, Grégoire Tournon, Thierry Simonet. La neige enfin, l'objectif est atteint. L'arrivée dans les stations de la Tarentaise s'est fait sans encombre. Peu à peu, les résidences et les hôtels se remplissent. Vacanciers et professionnels du tourisme semblent ravis. Ça fait du bien parce qu'on vient de Strasbourg, donc on est parti assez tôt ce matin. Donc il était temps là. Il commençait à faire nuit et c'était long. Tout le monde est bien arrivé, il nous reste encore une vingtaine d'arrivées et puis ça y est, l'hôtel sera complet pour la semaine. De futurs skieurs qui ne devraient pas tarder. Sur la route, pas de problème majeur aujourd'hui.
Ce samedi était classé orange en Rhône-Alpes. Le trafic était dense, mais rien d'anormal pour cette période de l'année. Ce week-end entre Noël et Nouvel An est toujours un week-end relativement chargé. Il fait partie des 5 ou 6 plus gros week-ends, mais ce n'est pas le week-end le plus dense qui est attendu, c'est plutôt les vacances de février. Une circulation tout de même intense. Au plus fort de la journée, on a compté jusqu'à 76 km de bouchons cumulés en Isère, Savoie et Haute-Savoie. Des bouchons pour la plupart vite résorbés. Certains avaient pris leurs précautions pour éviter les difficultés. Partir à l'avance et puis la veille de préférence, faire une petite nuit à l'hôtel sur la route et puis de continuer tranquille. Passer Lyon avant 8 h. Voilà. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux à faire? Pour moi, oui. Mais bon, faut pas que tout le monde fasse pareil. Au bout de la route, un repos bien mérité. Demain, le chassé-croisé se fera en bas des pistes. Ils s'occupent de la sécurité des pistes. Sans eux, pas de saison de ski possible. Ils ont notamment pour rôle de déclencher les avalanches. Chaque année, ils sont une trentaine de pisteurs à suivre un stage pour apprendre à manier les explosifs. Reportage à l'Alpe d'Huez, Yann Franti, Yann Moine. Il a l'immense privilège d'être le premier chaque matin à skier sur ces pentes enneigées. Le seul à décider ou non d'ouvrir une piste. J'appelle le central. La piste du Signal et la piste de la Petite Sûre est ouverte. Piste damée et bonne neige. Ce matin-là, aucun problème. Grand soleil, une neige parfaite, la journée peut débuter. Sorte de Saint-Bernard, ces pisteurs veillent jusqu'au moindre détail à la sécurité des vacanciers. On regarde un peu l'état de notre piste, on déglace les canons, on remet le balisage de sécurité en place. Et puis si on voit que tout va bien, eh ben, on envoie l'ouverture et les gens peuvent venir skier en sécurité toute la journée. Mais l'autre travail de ces pisteurs, c'est savoir utiliser ces explosifs. Donc là je m'assure que c'est bien parti et je la lance. Chaque année, ils sont une trentaine à suivre un stage spécialisé pour se former au maniement de la dynamite. C'est pas compliqué, c'est plus qu'il y a du risque et c'est ça qui est dur à gérer. Chaque fois qu'il y a une chute de neige, on va vérifier toutes les pentes qui dominent les pistes et si c'est nécessaire, déclencher ces avalanches avant qu'elles se déclenchent naturellement. Et pour les déclencher, on utilise l'explosif. En France, ils sont près de 2600 pisteurs artificiers. Pour cet exercice, ils n'utilisent que 300 grammes d'explosifs. En situation réelle, ils manieront une charge 10 fois plus importante, de près de 3 kilos. Météo France a lancé une alerte météo qui concerne une grande partie de l'ouest de la France. De violentes rafales de vent pouvant aller jusqu'à 130 km/h sont attendues cette nuit et dans la journée de demain en Bretagne, dans les Pays de Loire, en Basse et Haute-Normandie, en région centre et en Poitou-Charentes. À quelques jours du réveillon du Nouvel An, des idées de repas à préparer chez soi avec un traiteur de luxe pour ceux qui succombent à la mode du cocktail dînatoire. Mais comme le montre ce grand chef qu'ont rencontré Virginie Tumortiki et Hervé Pozzo, on peut aussi en mettre plein la vue pour pas cher. Une valse de couleurs et de formes subtiles, la haute gastronomie se change en haute couture pour séduire et intriguer avant même de régaler. Le cocktail dînatoire est devenu tendance pour les fêtes de fin d'année. Une alternative à la cuisine traditionnelle, ce traiteur se veut créateur. Foie gras de canard à la gelée de lavande, crème brûlée, salée et truffée. Un véritable travail d'orfèvre pour amuser tous les sens des convives. Les gens veulent des choses différentes, ne veulent plus vraiment se mettre à table pour le réveillon du 31, contrairement à Noël. Donc les gens veulent recevoir, veulent s'amuser, veulent profiter. Les gens qui invitent veulent profiter de leurs invités. Et le cocktail, c'est un petit peu la clé de l'invitation. Surprendre ses invités avec un repas sans trop dépenser et sans trop cuisiner, c'est possible. Conseil de grand chef pour une fricassée de noix de coquille Saint-Jacques au beurre de pomme et au corail d'oursin. Alors on va colorer nos Saint-Jacques avec un tout petit peu de beurre. Elles ont déjà été assaisonnées de sel de poivre. Donc c'est une cuisson très rapide, vous allez voir. Bref passage dans la poêle pour les noix de Saint-Jacques, rencontre furtive de l'eau bouillante et des poireaux et épinards. Et puis la clé de la recette, les oursins dans du beurre de pomme. Tout simplement 30 grammes de beurre fondu dans du jus de pomme. C'est moi qui ai créé parce que je cherchais à contrebalancer ce côté iodé de l'oursin. Donc l'idée m'est venue de la pomme qui vraiment fait le lien avec l'oursin, la pomme, le végétal. La subtilité dans la simplicité, de quoi réaliser à la maison un repas de réveillon digne des plus grands palaces.
Des mensurations de rêve, un physique inoubliable. Elle était mannequin, la voilà désormais actrice. C'est Adriana Carambeu, l'épouse du footballeur, fait ses vrais débuts au cinéma dans le prochain film de Jean-Louis Hubert qui s'intitule Trois petites filles, l'histoire de trois adolescentes en fugue recueillies par Adriana et son mari. Rencontre avec le mannequin sur le plateau de tournage, Abdel Mostefa, Laurent Siron. Elle est passée par ici. Mannequin pour une Croix-Rouge qui ne manque pas de souffle. Depuis 90, top modèle aux jambes interminables, régale des grands couturiers. Elle est aussi passée par là. Regard de braise pour Wonderbra. Ne manquait plus que le cinéma aux côtés de Gérard Jugnot. Je comprends pas ce qu'elle dit, parce qu'elle a un accent. Ça peut prêter à rire, mais le réalisateur les a mariés pour les besoins du film. Adriana, gogo danseuse, épouse de Junio, son impresario. Adriana, à la fois amoureuse et infidèle. Excusez-moi de vous déranger. C'est pourquoi? Ma combi était cousue un peu. Est-ce que vous auriez une aiguille et du fil solide, madame? Je peux le faire si vous voulez. S'il vous plaît, nous ne sommes pas doués pour la couture avec mes amis. Bah voyons. Je reviens tout de suite. Adriana a choisi après le forfait d'un autre modèle, Laetitia Casta. Je me félicite qu'elle n'ait pas répondu, franchement, parce qu'Adriana est tellement confondante, quoi. Vous allez être nouée. Les mannequins, ça défile aussi au cinéma. Reconversion réussie pour Sharon Stone, Andy McDowell. Flop pour les tops Cindy Crawford, Claudia Schiffer. Adriana Carambeu le sait, on l'attend au tournant. Bien sûr, je pensais à ça. C'est la première chose quand on pense. Je vais être critiquée partout, ça va pas être bien, mais j'acceptais en avance. Alors, c'est pas grave. Moi, j'ai essayé. Si tu dois appeler quelqu'un, appelle les parents. Je préfère que ce soit eux qui viennent les chercher plutôt que les gendarmes. Embrasse-moi. Vrai pro du faux baiser de cinéma ou simple coup de pub? La réponse sur grand écran à l'automne prochain. Coupé, merci. Ah ah oh dégoûtant. Rickie Lee Jones est une chanteuse singulière, atypique dans le monde du showbiz américain. Elle vient de sortir après 6 années de silence un nouvel album. Rencontre avec une artiste engagée qui ne porte pas George Bush dans son cœur. Olivier Lenizza, Laurent Siron. Le rire de la passionnariat du folk américain. Mrs. Jones, Rickie Lee, hors des normes, hors des modes. Dans la longue tradition de la musique contestataire, dans la lignée de Bob Dylan, Rickie Lee Jones chante depuis 25 ans sa vision du monde. Je pense que les chansons soignent les esprits, inspirent les gens. Je le pense vraiment. Rickie Lee Jones dénonce en musique la politique de George W. Bush. Une démocratie, c'est quand ceux qui ne sont pas d'accord ont le droit de le faire savoir. Quand la situation se durcit, si la contestation est bâillonnée, comment parler de démocratie alors? C'est vraiment très mauvais pour le monde, pour notre démocratie, ce qui se passe. Pour nous tous, George W. Bush est vraiment mauvais. He tells you lies. Look to you, tells you lies. Good to be like his father, ugly inside. Les substances plus ou moins licites n'ont pas altéré un filet de voix au grain juvénile. Le séjour à Paris prend fin. Rickie Lee Jones s'en retourne au pays, aux États-Unis, avec dans ses valises une jolie utopie. Avant de refermer ce journal, je voudrais souhaiter bonne route à Yvette Philippe, à la rédaction depuis près de 40 ans. Tous les présentateurs d'Antenne 2 et de France 2 lui ont dicté le journal. Pour ma part, elle m'accompagne depuis 6 ans. Bonne chance donc à Yvette Philippe. Ainsi se termine cette édition. Dans un instant, la météo Patrice Drevet. 20h55, les plus grandes voix québécoises, présentées par Daniela Lambroso. Demain, dès 13h, vous retrouverez Françoise Laborde. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2. On se quitte avec ces images du Père Noël russe
russe, qui est arrivé aujourd'hui sur la place de l'hôtel de ville de Moscou. Il a allumé 2 arbres du Nouvel An avant d'offrir des cadeaux aux enfants.